Global Maths Club, plus qu'un moteur de recherche. Donc voilà, je sais pas. Allô? Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle session du Café scientifique organisée par le GMC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un chercheur passionné par les mathématiques et l'intelligence artificielle. Bon, ce chercheur, vous le connaissez déjà, c'est Samuel, voilà, comme tout le monde connaît, président du GMC. Bon, aujourd'hui, Samuel va nous parler d'un sujet très intéressant sur les anneaux BL et l'intelligence artificielle. Bon, je vais aussi laisser la parole, bon, je vais laisser Samuel se présenter bon, et nous parler de son sujet de recherche. Bon, je vous encourage vraiment à écouter attentivement cette présentation qui nous ouvre de nouvelles perspectives dans la théorie des logiques floues et l'application en intelligence artificielle. Bon, Samuel, si tu es prêt, tu as la parole. Ok, voilà. Merci Steve pour la parole donnée et merci à tous ceux qui ont bien voulu se connecter ce soir pour qu'on partage ensemble, voilà, ces, on peut dire découvertes ou alors ces résultats sur les anneaux MTL, les anneaux BL en application sur les intelligences artificielles. Je sais pas si vous m'entendez. Je me fais entendre clairement. Si c'est bon, on continue. Je pense que c'est bon de mon côté en tout cas. Ok, super. Donc, moi, je suis Samuel Mouchili. Je suis membre du GMC. Bon, président du GMC, mais je ne vais pas parler en tant que président. Je parle ici en tant que membre du GMC qui fait aussi partie du département académique de cette association. Et j'interviens ici dans le cadre du café scientifique et qu'ils ont bien voulu m'accorder l'espace pour pouvoir partager avec vous ces sujets de recherche parce que je suis aussi étudiant en thèse à l'Université Yaoundé, hein, au laboratoire LAGA, laboratoire algèbre, géométrie et application, et membre de l'ERAL, équipe de recherche en algèbre et logique ici au Cameroun, et qui a aussi ses membres partout ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de anneau MTL et intelligence artificielle. Alors, quand je parle de l'intelligence artificielle, ici, nous n'allons pas entrer dans toute sa globalité. Nous allons nous focaliser sur le système des réseaux neuronaux et plus particulièrement les fonctions d'activation dans les réseaux de neurones. Et quand on parle de anneau MTL, le MTL là est mis pour Monoidal T-Norm Based Logic. Ça fait partie d'une famille des logiques floues avec la logique BL aussi, qui sont vraiment des cousines en fait. Parce que ben, MTL vient de BL. Lorsqu'on affaiblit une condition sur la logique BL, on retrouve la logique MTL. Donc, nous allons essayer de regarder ça au cours de cette présentation. Alors, sans plus tarder, je vous présente, je vous donne voilà le contenu en réalité. Nous allons commencer par bon, une introduction. Ensuite, nous allons aller dans les ensembles L-Flow, ce qu'on appelle en anglais L-Fuzzy Set. Et puis, nous allons parler du réseau des neurones artificiels avec les anneaux MTL et les anneaux BL et donner une conclusion. Anneaux MTL, il faut que je vous le dise une fois, ce sont des anneaux dont le treillis des idéaux forme une algèbre MTL. La même chose pour anneau BL. Donc, c'est un anneau pour lequel le treillis des idéaux forme une algèbre BL. Quand je parle du treillis, bon, voilà un autre mot. Bon, je vais tout simplement dire l'ensemble de ces idéaux sera muni d'une structure d'algèbre BL. Et cet ensemble des idéaux, en réalité, forme un semi-anneau. Je ne sais pas si on est familier avec le mot semi-anneau, mais si on connaît ce qu'on appelle anneau, vous entrez dedans, vous enlevez la symétrie au niveau de l'addition. Donc, la symétrie du plus dans l'anneau
c'est-à-dire tout élément admet son symétrie, son opposé. Donc ça, c'est ce qui est vrai dans les anneaux. Mais pour les semi-anneaux, cela n'est plus vrai. C'est-à-dire, lorsqu'on aura A plus B, on ne pourra pas parler de A moins B, parce que le moins B, là-bas, n'aura pas de sens dans les semi-anneaux. OK, alors, je vais commencer par faire une distinction entre la logique classique et la logique floue. Vous êtes peut-être surpris de voir cette image, mais bon, c'est une base de données qui contient trois visages. Alors, ces trois visages, on veut se demander si ce visage est dans la base de données. Alors, si on réfléchit avec la logique classique, qui est la logique du tiers exclu, c'est-à-dire que sous c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas de demi-mesure. En réfléchissant ainsi, on va se dire que cette image n'est pas dans notre base de données parce qu'on voit quelqu'un avec le front coupé et tout et tout. Si je reviens dans la base de données, on va se dire avec la logique classique que cette image-là n'est pas dans la base. Mais par contre, si on utilise la logique floue, si on travaille avec la logique floue, on va se dire que, mais attends, ce visage ressemble à ce qu'on a vu dans la base de données. Même si c'est pas exactement ça, même si c'est coupé, mais on va se dire que ce visage y est au moins à 95% ou bien le pourcentage d'appartenance est très grand pour qu'on se dise que effectivement cette image est dans notre base de données. Donc, en fait, ce que je viens de faire là, c'est comme ça que se comportent les systèmes munis de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire munis d'une intelligence. Ces systèmes se comportent ainsi pour prendre des décisions. Ils se comportent un peu comme des êtres humains. C'est-à-dire que moi, si on me dit carrément, est-ce que cette image est là-dedans, je vais carrément dire oui. Et donc, du coup, j'ai complété les informations dans ma tête et tout et tout. Et arrivé au résultat. Alors, la logique classique, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend des propositions. À la sortie, on a 0, 1. 0 pour la proposition est fausse, 1 pour la proposition est vraie. Il n'y a pas de résultat intermédiaire. Alors, c'est ce qu'on appelle l'évaluation d'une proposition. Euh, Par contre, lorsqu'on évalue cette proposition en utilisant la logique floue, on va dire que, OK, une proposition évaluer une proposition, on va tomber sur le segment 0,1. Le segment 0,1, c'est en fait une partie de R qui s'étale de 0 à 1 en passant par tous les autres nombres intermédiaires, 0,1, 0,2, ainsi de suite. Donc, la valeur d'une proposition ne sera pas simplement 0, pas simplement 1, mais on peut avoir demi, on peut avoir 0,7, on peut avoir n'importe quelle autre valeur comprise entre 0 comprendre tout dans le segment 0,1 qui est différent de la paire 0,1. Alors, je vais profiter pour vous définir ce qu'on entend par L-Fuzzy-set, c'est-à-dire les ensembles L flous. Le L là est mis pour lattice. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de logique floue, il y a ce on appelle OK. On appelle ensemble flou, c'est quoi? Il faut qu'on commence par là. Un ensemble flou, en fait, c'est une paire dont la première composante, c'est un ensemble qu'on connaît, un ensemble classique. Et la seconde composante, c'est le MC. En fait, c'est une application qui est en réalité la fonction de degré d'appartenance. Et comment est-ce que cela se passe? Donc, on prend M qui va de M, je ne sais pas si on voit, qui va de oméga dans le L. Le L, en réalité, là, c'est un treillis complet distributif. Et maintenant, quand est-ce qu'un élément est dans notre ensemble flou. Donc, si on prend un élément X dans l'univers qui est appelé oméga, lorsque on l'évalue, M de X va être 0 si l'élément n'est absolument pas dans l'ensemble. Et c'est ce qu'on va appeler, voilà, l'élément est en réalité hors de notre portée. Et lorsque son évaluation donne 1, l'élément à coup sûr est dans l'ensemble. Donc, fully member. Et par contre, lorsque son évaluation est strictement comprise entre 0 et 1, voilà, ici j'ai pris le cas de 0, 1 parce qu'en réalité, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire le segment 0, 1.
ce segment ici qui joue le rôle de notre treillis complet distributif. Alors, lorsque la valeur de l'évaluation de X est strictement comprise entre 0 et 1, l'appartenance devient floue. L'appartenance, on ne sait plus vraiment. Et si l'élément en question est dans le noyau, je vais vous présenter une image là. Donc, plus à gauche, vous avez un ensemble très noir. On sait quand un élément est dans l'ensemble ou pas. Si dans l'ensemble, il n'y a pas de doute à cela. Hors de l'ensemble, ça c'est clair. Par contre, si on voit cet ensemble qui est juste à côté et qui est flouté au bord, on ne peut plus savoir si vraiment l'élément est dans l'ensemble ou pas. Mais il sera là avec un certain degré. Par contre, si on rentre dans le noyau, on aura que le degré d'appartenance là-bas sera 1. Donc, on est sûr que voilà, l'élément est bel et bien dans l'ensemble. Et justement, c'est d'où vient le nom de flou. Quand vous voyez au bord, c'est flou, c'est flouté, parce qu'on n'est pas très, très sûr de si l'élément est dans l'ensemble ou pas. Et c'est justement les degrés qui vont jouer. Et je vais prendre un exemple. Si quelqu'un se place à l'entrée d'une maison, à la porte, est-ce que la personne est dans la maison ou bien à l'extérieur? Ça serait un peu compliqué parce qu'une partie de son corps sera à l'intérieur, une autre partie de son corps sera à l'extérieur. Et la logique classique dans ce cas-là sera limitée pour pouvoir conclure. Et si on fait appel maintenant à la logique classique, on va dire, oh, il y a pour plus de son corps est dans la maison, donc on va dire, il est dans la maison avec un certain degré. OK, donc voilà aussi le schéma plus à droite qui décrit ce phénomène de degré d'appartenance. Peut-être avant de poursuivre, euh, je vais prendre une situation qui nous permet de différencier la probabilité de ces fonctions de degré d'appartenance parce on peut penser que probabilité, logique floue et tout, on peut penser que c'est pareil. Alors, prenons une situation où on a deux tables. Dans une première table, on a des verres d'eau. On a 10 verres d'eau. Deux verres sont poisonnés, c'est-à-dire qu'ils contiennent du poison. Euh, voilà. La première table, 10 verres avec deux verres empoisonnés. Deuxième table, tous les verres sont propres à 80%. Là, on connaît déjà ça. Alors, sur la première table, on a la probabilité. C'est-à-dire, si je choisis un verre au hasard, j'ai 80% de chances de tomber sur un verre d'eau complètement potable. Si je passe sur la deuxième table, il n'y a pas question de probabilité. Je prends un verre, je sais à l'avance que chaque verre d'eau est propre là-bas à 80%. Donc, la deuxième situation, c'est dans le cadre de la logique floue. Dans la première situation, c'est une probabilité. Je peux tomber sur une eau potable ou sur du poison. Donc, voilà un peu la différence entre probabilité et des fonctions de degré d'appartenance. Par contre, on peut utiliser une probabilité pour qu'elle nous permette pour qu'elle arrive à jouer le rôle de fonction de degré d'appartenance. Donc voilà, il faut quand même faire cette distinction. OK. Euh, les remarques qu'on peut faire, la première, c'est que en ce qui concerne les réseaux de neurones artificiels, on a ce qu'on appelle fonction d'activation. Et plus généralement, les fonctions de degré d'appartenance dans la logique flow jouent le rôle de fonction d'activation dans les réseaux de neurones. Donc voilà comment on est déjà en train de rentrer dans le système de réseaux de neurones partant de la logique flow. Et la deuxième remarque ici, c'est juste que on peut arriver à des situations où il y a plusieurs sorties pour la décision. On ne peut pas juste dire que on sort à l'entrée, on entre et on sort une seule valeur. On peut vouloir sortir plusieurs valeurs. Et c'est ce que fait la fonction d'activation softmax,
qui sort peut-être 0,6 et 0,4, de telle sorte que la somme donne 1. Donc voilà, on peut aussi avoir des fonctions d'activation comme ça. Et dans ce cas, on parle de fonctions d'activation multiclasse. Et notre travail rejoint ce type de fonction d'activation. On va vouloir que notre fonction d'activation soit multiclasse. Donc, arrive à sortir des données simultanément, plusieurs données simultanément. OK. J'ai déjà mentionné ce qu'on entend par réseau de neurones artificiels. Et ici, vous voyez l'image d'un neurone naturel ou bien neurone biologique. Vous voyez l'entrée là, que j'appelle les dendrites. Et vous avez aussi l'axone et puis les terminaisons nerveuses, les sorties de l'autre côté. Euh, donc, un réseau artificiel se base sur le réseau, sur le neurone, un neurone artificiel se base sur le neurone naturel ou biologique et se présente comme ceci. Donc, nous avons là un, bon, je vais pas parler de réseau parce qu'on a juste un seul neurone. Et voilà, on a l'entrée, le neurone et puis la sortie. Et quand c'est comme ça, on parle de perceptron. Alors, nous avons des valeurs qui rentrent, puis on envoie ça au niveau du neurone qui est muni de cette fonction d'activation qui va voilà, activer ou quand on parle d'activer, ça veut dire qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir prendre une décision. Est-ce que la valeur entrée active le neurone? Et cela se fait savoir par cette fonction d'activation qu'on utilise ici au niveau justement du neurone. OK. Je vous présente là quelques fonctions d'activation connues. Threshold function, qui prend un nombre réel et ressort 1 si le nombre est positif, 0 si le nombre est négatif. Et il y a le ReLU, Rectifier Linear Unit Function, qui prend un nombre réel et ressort le max entre ce nombre et 0. On a la fonction hyperbolique, tangente hyperbolique, qui prend un nombre réel. L'image de sortie, c'est 0, 1, moins 1, 1. Et la fonction est définie par ce que vous voyez là, c'est-à-dire au numérateur 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Il y a la fonction sigmoïde, dont la sortie est pour une fonction positive et qui joue le rôle de fonction d'activation dans beaucoup de systèmes qu'on utilise. OK, alors, donc là, c'est quelques fonctions d'activation qu'on a. Bien, je vous prends ici, là, je vous présente une situation où on est amené à utiliser les fonctions d'activation multiclasse. Si on veut répondre à cette proposition, le Cameroun et le Gabon sont deux pays égaux. Alors, est-ce qu'on peut dire oui, c'est vrai ou c'est faux? Alors, on va se dire non. Et c'est vrai dans quelle direction? On va se donner des directions pour pouvoir euh, donner une valeur de vérité à cette proposition. Dans la direction, peut-être c'est la santé, peut-être c'est l'économie, peut-être c'est euh, l'éducation. Voilà. Donc, pour ça, on ne peut pas tout simplement dire oui, c'est vrai, non, c'est faux. Mais il faut des directions où on va pouvoir décider. Alors, donc, c'est justement un problème multiclasse. Et si on veut traiter ça en utilisant un système de réseau de neurones, à la fin, on doit avoir une fonction d'activation, peut-être softmax, c'est une fonction d'activation qui va sortir plusieurs valeurs à la fois. Donc, on a ici softmax function, qui est défini comme vous voyez. À l'entrée, vous avez RK, c'est-à-dire le produit de réel. À la sortie, vous avez aussi le produit de 0, du segment 0,1 et qui est défini comme ceci. Je vais prendre juste cet exemple pour illustrer la fonction softmax. Donc, vous avez f de 2, 9, qui est en réalité, euh, ça va sortir le couple, première composante 0,0009. Donc, ça se calcule un peu comme, un peu comme défini là précédemment.
Et la deuxième composante, vous utilisez la même définition de la fonction pour pouvoir calculer la deuxième composante. Donc, à la sortie, vous aurez deux valeurs, la première et la deuxième, de telle sorte que la somme donne 1. OK. Alors, ce type de fonction d'activation peut avoir quelques inconvénients. Parce qu'en réalité, autant de sorties, autant de neurones à utiliser. Ce qui peut rendre lourd, difficile, le système, c'est-à-dire l'apprentissage du tout, même l'énergie, ça peut bouffer beaucoup d'énergie. Ça peut être vraiment très, très consommateur d'énergie. Alors, nous pensons qu'avec un système d'un neurone qui produit plusieurs résultats, on arriverait à réduire le coût en énergie. C'est-à-dire, si au lieu d'utiliser deux neurones pour sortir deux résultats, on peut utiliser un seul neurone pour sortir le même nombre de résultats. Alors, c'est pour ça aussi on a introduit cette nouvelle fonction d'activation qui est définie de R vers ID de R. Alors, le R qu'on a ici, en réalité, c'est un nano MTL ou bien un nano BL. Et la sortie, c'est enfin, l'image que vous voyez, IDS, c'est mis pour l'ensemble des idéaux de R. En réalité, ça va prendre un élément X et renvoyer l'idéal engendré par X. Donc, un exemple de R, c'est ce que vous voyez là. Euh, R est constitué comme ceci. En réalité, c'est la décomposition d'un élément, d'un nombre rationnel en produits de nombres premiers, mais pas tous les produits pas tout, enfin, on peut juste choisir de décomposer notre nombre rationnel en deux ou bien en trois. Donc, voilà ce que fait R. Et un exemple, X est comme ceci. On va dire que f de X, c'est l'idée engendrée par 2 fois l'idée engendrée par 3 au carré. Et l'élément Y ici, on voit que ce n'est pas un élément de R. Parce qu'en fait, l'élément Y peut s'écrire comme 2 à la puissance 5 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 1, mais la puissance à la puissance moins 1, mais la puissance étant négative, mais on veut que toutes les puissances soient positives. Donc, justement, l'élément Y là n'est pas un élément de R. Alors, comment est-ce qu'on construit ces, ces anneaux-là? Donc, avant de vous parler de comment on construit ces anneaux, voilà le schéma qui illustre le fait qu'on a un neurone qui va sortir, qui aura deux sorties. La première sortie pour le premier nombre premier qui est 2, la deuxième sortie pour le deuxième nombre premier qui est 3. Donc, autant de nombres premiers, autant de sorties possibles. OK, comment est-ce qu'on construit de tels anneaux? Nous allons utiliser là un théorème qui est inspiré du théorème de Krull de 1954, qui a été repris par Nagata, parce que Nagata avait envie de donner des exemples d'anneaux de Pfeffer qui n'étaient pas chaînés, qui n'étaient pas des chaînes, c'est-à-dire qui avaient en fait plusieurs idéaux max, mais peut-être en un nombre fini. En fait, on parle d'anneaux semi-local. Parce qu'un anneau local, c'est un anneau avec un seul idéal maximal. Mais Nagata avait envie de donner un anneau avec un nombre fini d'idéaux max, d'idéaux maximum. Alors, le théorème dit que lorsqu'on prend n anneaux d'évaluation qui sont en réalité des domaines d'intégrité, rien, avec le même corps de fraction, de telle sorte que VI ne soit pas inclus dans VJ quand I est différent de J. Les PI ici désignent les idéaux maximaux des anneaux de variation, parce que chaque anneau de variation vient avec son idéal maximal. Je parle de son idéal maximal parce que chaque anneau de variation a un seul idéal maximal.
Et maintenant, l'intersection de ces anneaux d'évaluation va donner un anneau BL. Et c'est cet anneau-là qu'on va utiliser pour notre fonction d'activation. Alors ici, j'évoque quand même des thèmes, voilà, nœutriens. Je ne sais pas si les gens dans le panel sont familiers, mais je vais quand même définir. Un anneau est dit nœutrien lorsque chaque idéal de l'anneau est finiment engendré. Donc, je vais juste prendre cette définition-là. Il y a d'autres définitions équivalentes, mais prenons celle-là parce que ça va nous permettre de travailler dans le cadre de cet exposé. Donc, un anneau est nœutrien lorsque chacun de ces idéaux est finiment engendré. Nous avons aussi parlé de anneau d'évaluation. Alors, comment est-ce qu'on construit un anneau d'évaluation? Je vais présenter cet exemple, comme ça en parlant, vous allez un peu voir de quoi je veux parler. Alors, pour construire un anneau d'évaluation, on prend un corps au départ, c'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est un corps, l'ensemble d'arrivée, c'est un groupe muni d'un ordre. Union l'infini. Et l'application qu'on va appeler V va prendre un élément et va sortir un élément justement de ce groupe gradué. On appelle ça groupe gradué qui est muni d'un ordre et qui va vérifier trois propriétés. La première propriété, c'est que l'application va transformer le produit en addition, c'est-à-dire V de XY sera égal à V de X plus V de Y. Et va transformer la somme, enfin, V de X plus Y sera supérieur ou égal au min de Vx et Vy. Et la troisième condition, c'est que l'image du zéro, on renvoie ça dans l'infini. Bien, alors, quel est alors l'anneau d'évaluation? L'anneau d'évaluation, en fait, ça sera l'ensemble des éléments pour lesquels l'évaluation est positive. Alors, cet ensemble-là montre que c'est un anneau. Et c'est un anneau et on va l'appeler anneau d'évaluation. Anneau d'évaluation. Et l'idéal maximal de cet anneau d'évaluation, en fait, c'est l'ensemble des éléments de cet anneau d'évaluation dont l'évaluation est strictement positive. Voilà. Avec l'exemple ici, nous avons V2, un nombre premier, V3, 3 nombres premiers. On va décomposer tout nombre rationnel comme A2 à la puissance n et on va récupérer l'exposant n. La même chose pour 3. On prend un nombre dans un nombre rationnel, on décompose, on peut l'écrire comme B fois 3 à la puissance m et on récupère m. Dans la variation, dans ce cas, c'est qu'on va récupérer m. Et on va avoir la première évaluation qui est ZV2 et la deuxième ZV3. La première évaluation ZV2, en fait, c'est l'ensemble des nombres rationnels pour lesquels l'évaluation est positive, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour lesquels n est un nombre entier naturel. La même chose pour pour le deuxième anneau d'évaluation. Et lorsqu'on prend l'intersection, on utilise ce théorème pour prendre l'intersection parce qu'en réalité, nous avons toutes les hypothèses. Ce sont des anneaux d'évaluation qui sont nœutriens, qui ont le même corps de fraction, parce qu'ici, le corps de fraction sera Q. Et donc, d'après ce théorème, nous aurons là que l'intersection de ces deux anneaux d'évaluation nous donnera un anneau BL. Un anneau BL qui aura de très bonnes propriétés pour la suite. OK, donc voilà ce que je viens de dire. R est finalement cet ensemble que vous voyez là, V2 inter V3. Bien, de façon générale, lorsqu'on a n nombre premier, on peut avoir la même construction, dont R c'est ceci. Donc, on fait l'intersection de ces n anneaux d'évaluation pour avoir le R que vous voyez là. Et il ressort que cet anneau construit est non local et principal. Donc, c'est un anneau MTL, non local et principal. En fait, c'est un anneau BL parce qu'il sera neutrien. Donc, je ne sais pas si je vais parler, oui, au début, la différence entre anneau BL et anneau MTL, c'est qu'un anneau BL, c'est un anneau MTL neutrien, en fait.
Alors, non local parce que ici, on a autant de nombres premiers, autant d'idéaux maximaux. Donc, justement, notre anneau ne sera pas local. Alors, il est principal parce que chaque élément est, chaque idéal est finiment engendré. Et maintenant, l'ensemble de ces idéaux va nous donner une algèbre MTL qui sera non linéaire, locale et parfaite. Non linéaire parce que en réalité, les éléments ne sont pas chaînés. C'est-à-dire que on a plusieurs, enfin, chaînés. Si je prends par exemple la paire 0,1, comme je peux comparer tout le monde, on dit que la paire 0,1 est chaînée. C'est-à-dire on a 0, ensuite l'élément qui vient après sera plus petit, plus grand que l'élément qui était avant, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1 au plus grand élément. Par contre, dans notre cas, on ne peut pas faire ce type de comparaison. Local, une algèbre MT est dite locale lorsqu'elle a un seul filtre maximal. Parfaite, ça vient du fait que l'anneau qu'on a utilisé pour construire notre algèbre est un anneau, est un domaine d'intégrité. OK, bon, sans entrer dans les détails, parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, ça, c'est la théorie qui permet de dégager l'anneau dont on aura besoin. Et nous allons rentrer quand même sur comment est-ce qu'on apprend, on entraîne un réseau de neurones. Les principaux types d'apprentissage, on a apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé et apprentissage renforcé. L'apprentissage renforcé, en réalité, c'est lorsque on laisse le système travailler et lorsqu'il nous produit des résultats, on le gratifie ou bien on le punit. Donc, c'est un système de bonus-malus. Et lorsqu'on le gratifie, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie, il continue. Lorsqu'on le punit, il doit se réadapter. Maintenant, l'apprentissage non supervisé, c'est que, OK, on met des data et on laisse le système nous produire le chemin à suivre, le pattern. Et voilà. Et l'apprentissage supervisé, c'est que moi, enfin, celui qui conçoit le système connaît le résultat attendu et utilise les data pour entraîner son système. Lorsque le retour n'est pas proche de ce qu'il veut, il modifie les poids il réajuste des poids pour amener son système à où lui il veut. Donc, il supervise cet entraînement. Et c'est ce nous, on va utiliser ici, l'apprentissage supervisé. Et l'une des techniques utilisées dans l'apprentissage supervisé, c'est la descente de gradient. La descente de gradient qui peut être schématisée comme ceci. Le point le plus bas, en fait, le minimum de notre courbe là, qui est une parabole, c'est en fait le point que je connais, le point visé, en fait. Et à chaque fois que je suis, par exemple, sur ce point, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, lorsque je suis là, je trace la tangente en ce point et je constate que le coefficient directeur de cette tangente est positif. Alors, de toute façon, je dois descendre en fait. Si c'est positif, ça veut dire que je suis en train de m'éloigner. Enfin, comme c'est positif, je dois descendre parce que je sais que mon point le plus bas, je sais où se trouve en fait mon point le plus bas. Et même si je suis de l'autre côté, le coefficient directeur ici de ce côté sera négatif. Donc, du coup, je vais toujours descendre vers le point le plus bas. Et dans les deux cas, je descends. Ce qui donne en fait le nom à cette technique descent gradient, la technique de la descente de gradient. Et comment on change de poids? Voilà la règle qui nous permet de changer le poids, c'est-à-dire de modifier le poids. Donc, le nouveau poids, j'applique l'ancien poids moins le état fois la dérivée. Là. Le état, en fait, c'est le learning rate, le taux un peu comme la vitesse d'apprentissage. Et je vais vous parler un peu de cette vitesse d'apprentissage. Le premier schéma que vous voyez là à gauche,
c'est lorsque la vitesse est grande, la vitesse d'apprentissage est grande. C'est-à-dire, je passe d'un point à un autre très, très rapidement. Et je m'en vais vers le point le plus bas aussi très rapidement. Dans ce premier cas, notre système va apprendre rapidement, mais sauf qu'il va passer à côté de beaucoup de points. Il va pas faire l'entraînement sur beaucoup de points. Et dans la vie réelle, lorsque on va mettre ce système en marche, et quand ces points vont apparaître, il ne saura pas comment se comporter sur ces points dont il n'a même pas vu la ressemblance lors de son entraînement. Donc, le système va se comporter comme il va vouloir à ce moment-là. Par contre, lorsque nous avons ici à droite, la vitesse d'entraînement ici est petite. On aura la chance de passer sur beaucoup de points à la fois, ce qui fait que le système sera lent dans l'apprentissage, sauf qu'on va passer sur un maximum de points. Et lorsque le système sera en position pour travailler dans la vraie vie, il va pas s'écarter de l'objectif, c'est-à-dire il va retrouver des points qui vont ressembler au plus aux points qu'il a rencontrés lors de son entraînement. Il va se comporter plus ou moins comme, comme voulu, en fait. Sauf que, voilà, comme j'ai dit, l'apprentissage sera lent. Et même si il passe sur le maximum de points, c'est qu'il ne va pas passer sur tous les points. Et ces points laissés à l'ombre là, ça va constituer ce qu'on va appeler la boîte noire. Parce qu'en réalité, avec beaucoup de détails, avec ces points qu'on n'a pas entraînés, on ne va pas savoir comment le système se comportera sur ces points-là. Et c'est ça, en fait, le danger de l'intelligence artificielle, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout prédire à 100% sur la réaction de mon système. Et voilà, ce pourcentage d'erreurs qu'on laisse là, c'est ça qui est inquiétant dans ce monde d'intelligence artificielle. Et c'est justement un domaine d'étude. Et ceux qui font dans les mathématiques théoriques, même la physique théorique, des choses comme ça, ils travaillent dessus pour pouvoir réduire au maximum l'erreur ou alors comprendre ce qui se passe pour pouvoir l'éviter, pour pouvoir amener notre système à mieux se comporter, même sur ces points qu'on n'arrive pas à contrôler. OK, alors, faire la descente de gradient, nous avons besoin de dériver notre fonction. Alors, notre fonction d'activation qu'on a mis sur pied, comment est-ce qu'on arrive à dériver? Parce qu'on a là les integers, les nombres entiers. Comment est-ce qu'on dérive une telle fonction? Donc voilà, c'est la dérivée qu'on propose. Et la dérivée de ceci, en réalité, va donner l'idéal engendré par... OK, la dérivée, si on veut calculer f' de x, il va falloir qu'on sache dériver x. C'est-à-dire, il va falloir qu'on sache dériver un nombre entier. Et la dérivée qu'on propose, c'est ceci. Donc, si on a n' sera n fois la somme de ni sur pi. Et un exemple, c'est là, on veut dériver 30. Enfin, ici, on parle de dérivée totale. Totale parce on peut dériver en fonction des variables. Ici, les variables sont des nombres premiers. Donc, lorsqu'on arrive à écrire 30 comme 2 fois 3 fois 5, et si je veux tout simplement dériver 30 en fonction de 2, le résultat sera 15. Si je dérive en fonction de 3, le résultat sera 10. Comment je trouve 10? 3 fois 1 sur 3. 30 fois 1 sur 3. Et si je dérive par rapport à 5, le résultat sera 30 fois 1 sur 5. Le 1, en fait, c'est les exposants de 5, les exposants sur chaque nombre premier. Maintenant, je prends la dérivée totale qui va faire la somme. Et donc, je vais avoir 15 plus 10 plus 6 qui va donner 31. Voilà comment on dérive un nombre entier.
Nous avons testé cette façon de dériver, mais on s'est rendu compte que c'est pénible, ça prend du temps, surtout lorsqu'on a beaucoup de nombres premiers. Alors, on a pensé à autre chose. On a pensé à prendre notre fonction comme défini tout à l'heure, et on a remarqué que les nombres premiers qu'on utilise sont fixes, ça ne change pas. Donc, la fonction qu'on peut utiliser, en fait, c'est la fonction qui prend un nombre, mais récupère plutôt les exposants, tout simplement. Donc, on fait fi des nombres premiers parce que fixes. Donc, on prend juste les exposants. Et c'est avec ces exposants qu'on va travailler. Et ça va rendre le travail beaucoup plus facile, c'est-à-dire ça va rendre l'apprentissage beaucoup plus fluide. Euh, et cette fonction qu'on va utiliser, notre nouvelle fonction qu'on va utiliser sera un peu plus proche de ReLU, Rectifier Linear Function, Linear Unit Function, et qui sera très bon pour l'apprentissage de notre système si on utilise la fonction de perte quadratique, quadratic loss function. Alors, cette fonction de perte quadratique, on va appliquer sur chaque composante. Ça se définit comme un demi de euh, f de x moins y. Y, c'est la valeur qu'on connaît. F de x, c'est la valeur que le système nous a produit. En réalité, la fonction de perte, en fait, c'est quoi? Ça calcule l'écart entre la valeur qu'on veut et la valeur que le système nous a donnée. Ça calcule cet écart, la perte, en fait. Et il y a plusieurs fonctions de perte. Il y a la log function, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction quadratique, perte quadratique. Et c'est la fonction perte quadratique là que nous allons utiliser. Sur chaque composant, ça nous donne ceci. Et lorsqu'on dérive, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, sur chaque composant, nous avons des fonctions linéaires très, très faciles à manipuler. Parce que si je veux justement calculer la perte, je n'ai qu'à faire cette différence-là. euh, et je peux très facilement euh, utiliser cette fonction pour changer les poids. Donc, voilà ce que nous avons. Donc, c'est comme ça que nous avons simplifié notre fonction d'activation pour avoir celle-ci qui sera facile à manipuler. Donc, du coup, nous n'aurons plus à dériver des nombres entiers. Et notre descente de gradient va ressembler à ceci. Ce, cette, ce graphe que vous voyez là est en pointillé parce que X qu'on utilise là en bas sur l'axe des abscisses, c'est les nombres entiers en fait. C'est pas des nombres réels. Donc pour dire que quoi? On prend chaque nombre là et on renvoie un point qui est sur l'axe des ordonnées, voilà. Et au final, on aura notre fonction, notre graphe qui va ressembler à ceci. Notre courbe va ressembler à ceci, en des pointillés. OK, maintenant, laissez-moi vous dire que dans la vraie vie, justement, on veut travailler avec l'entrée sur l'axe des abscisses qui soit un nombre réel. Mais ce qu'on fait, c'est que si on a un nombre réel, on va plutôt prendre son approximation rationnelle. Dans un nombre réel, on cherche une meilleure approximation rationnelle et, pour pouvoir utiliser notre fonction, parce que notre fonction prend à l'entrée des nombres rationnels avant de pouvoir les décomposer. OK. Un exemple, c'est ce que vous voyez là. Si je prends mon R qui est 2 à la puissance M, 3 à la puissance M, voilà, M1, M2. Vous voyez R, en fait, le R, c'est l'intersection de Z2, Z3, un peu comme présenté précédemment. Et notre fonction d'activation va prendre un élément. Et du coup, on va fixer 2 et 3. Et à chaque fois, on récupère simplement les degrés, les puissances. Et voilà.
ça se comporte un peu comme dans la propriété fondamentale de l'arithmétique, qui est la décomposition de tout nombre naturel en produit de nombres premiers. Mais ici, on a fixé nos nombres premiers. Donc, la sortie, c'est ceci. Et comme on ne veut pas rendre cette présentation très, très longue, nous n'allons pas modifier les poids dans cette présentation, mais plutôt dans une prochaine présentation, nous allons vous montrer comment on arrive à modifier les poids en utilisant cette fonction d'activation que nous avons proposée suite aux travaux sur les anneaux BL. Donc, du coup, ici, nous avons proposé cette fonction qui peut jouer un rôle aussi capital dans le système des réseaux de neurones artificiels et qui peut arriver à challenger le softmax function. Maintenant, l'apprentissage et l'implémentation nous dira mieux. Donc, dans la pratique, en fait, nous dira mieux ce qu'il y a lieu de faire. OK, donc voilà ce que nous avons prévu pour vous présenter ce soir. J'espère que le message a été passé. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de théories. Mais bon, voilà, on a essayé quand même d'associer la théorie à la pratique, mais la pratique, c'est pour la prochaine fois où on va justement coder avec cette nouvelle fonction d'activation. OK, donc voilà les quelques œuvres que nous avons utilisées dans le cadre de cette présentation. Et puis voilà. Bien. Et sur ce, merci pour votre aimable attention. Et je vais tout de suite repasser la parole à Steve et pour la suite, en fait. OK. Ok, merci beaucoup Samuel pour cette brillante et enrichissante présentation. Voilà, nous allons maintenant passer à la deuxième phase qui est la phase de questions-réponses. Voilà, bon, pour poser des questions, vous devez juste lever la main virtuelle de Zoom, voilà, ou simplement indiquer votre intention d'intervenir et vous aurez la parole. Voilà, bon, la parole est à vous. Voilà, il y a Doliciane. Bon, je vais prendre la question en ordre là. Voilà, Doliciane a une question, c'est une remarque. Doliciane, tu as la parole. Merci Samuel pour la présentation. J'ai beaucoup aimé. Je suis venue en retard, c'est vrai, mais j'aime le fait d'apprendre que la dérivée arithmétique existe. Ça m'a fait des sensations. J'aimerais un peu savoir c'est quoi l'histoire, donc pourquoi à un moment donné on s'est posé la question de vouloir dériver les nombres, donc de faire une dérivée arithmétique. Et quel est donc, quel est le lien? Donc, est-ce qu'il y a un lien, un quelconque lien avec la dérivée classique qu'on connaît, qui est basée par exemple sur la notion de, de taux d'accroissement, etc. Donc, je vais un peu voir s'il y a un tel lien qui existe et pourquoi est-ce qu'on s'est même posé la question de vouloir dériver les nombres entiers. OK, Steve, je peux répondre au fur et à mesure, n'est-ce pas? Oui, 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 il n'y a pas de souci, c'est interactif, c'est la phase interactive. Voilà, super. Merci, Doriciane, pour ta question. En réalité, c'est un travail de recherche. C'est un travail de recherche. On teste beaucoup de choses avant d'arriver. Euh, quand on prend, quand on prend la descente de gradient, par exemple, et si une autre fonction d'activation, c'est peut-être le softmax, non, la fonction sigmoïde. Pour la fonction sigmoïde, on va absolument travailler avec la dérivée. C'est-à-dire, si on va vouloir regarder au niveau de l'erreur, minimiser l'erreur et tout, on va utiliser la fonction de perte quadratique. Et là-dedans, on sera amené à dériver la fonction d'activation qu'on a utilisée. C'est-à-dire, on va dériver la fonction sigmoïde. On est parti sur cette lancée. On se dit que si on a notre fonction qu'on veut mettre sur pied, il va falloir savoir dériver cette fonction pour pouvoir utiliser la descente de gradient. Sinon, ça ne sera pas possible.
C'est-à-dire, vous avez vu au niveau du changement de poids, il faut absolument dériver pour avoir justement le gradient, pour avoir le coefficient directeur à chaque point. Donc, voilà où est venue l'idée de dériver des nombres. Des nombres, pourquoi? Parce que nos fonctions utilisent l'entrée, c'est des nombres rationnels et la sortie, c'est un idéal engendré par ce nombre. Donc, forcément, si on veut dériver cette fonction, on sera amené à dériver un nombre entier. Maintenant, comment dériver un nombre entier? C'est ce que je vous ai présenté là. Alors, mais laisse-moi te dire qu'au final, ça n'a pas aidé dans l'apprentissage. Ça n'a pas aidé parce qu'on s'est rendu compte on peut se passer de ça. On a juste besoin que la fonction de perte soit dérivable, tout simplement. Parce on a plutôt utilisé les puissances sur la décomposition de nos nombres. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser la dérivée à la sortie. Donc, voilà. Bon, si on avait continué comme ça, je serais peut-être capable de te dire que voilà ce que la dérivée du nombre va correspondre à la dérivée qu'on connaît habituellement. Donc, laisse-moi te dire, on n'a plus utilisé ça dans la suite. D'accord, d'accord, merci Samuel. Une autre question, c'est quand on calcule, et en fait, je reviens après pour une autre question. Je pense que je ne sais pas si j'ai le droit de poser toutes mes questions. Tu vois, on ne t'écoute pas. Ah, désolé, désolé. Tu peux directement enchaîner si c'est une dernière question. Bien, je vais passer la parole à une autre personne et tu vas pouvoir revenir plus tard. D'accord, je reviens. Bon, d'accord. Bon, on va donc passer la parole à Amand qui a une question et une suggestion. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Oui, Amand. oui, on t'écoute bien. Ah, super. Ok, Samuel. Donc, je suis désolé déjà parce que je suis arrivé à environ 30 minutes. Donc, 30 minutes passées de l'heure actuelle. Donc, j'ai juste quelques problèmes de compréhension. Et aussi, bon, peut-être à la fin, je vais pouvoir faire quelques remarques et suggestions si le temps me permettra, bien sûr. Donc, la première remarque, c'est, est-ce que vous pouvez revenir, je ne sais pas à quelle page, vous avez défini l'anneau BL, vous définissez la fonction BL. Ok, revenez un peu plus haut. Ok, ouais, ok, revenez, ok, là, ça c'est super. Donc, si je comprends bien, vous demandez à votre anneau R d'avoir quelle propriété? Newtonienne, et elle a une évaluation. C'est ça? Si je me souviens, si c'est clair. Oui, oui. Donc, la question, c'est comment on construit le RSI. Non, je vais d'abord vérifier si les notions, si ce que j'ai compris est correct avant de pouvoir poser la question. Donc, OK. qu'est-ce que la propriété de R? Ce que je veux savoir, c'est qu'elle doit être newtonienne, elle doit être Oui. une évaluation, pas forcément discrète. Non, pas forcément un anneau d'évaluation, mais il est l'intersection d'anneaux d'évaluation. Or, il est l'intersection d'anneaux d'évaluation. Ok, là, Oui. ça devient très intéressant. Ça devient très intéressant parce que vers la fin, quand vous voulez définir effectivement, parce que la première fonction d'activation que vous définissez, en prenant la dérivée des entiers, vous dites qu'elle est très lourde, peut-être due aux raisons des calculs. Oui, oui. C'est-à-dire, si on veut juste considérer cette fonction comme la fonction d'activation, il va falloir la dériver. Ok, Et en très bien, utilisant, voilà, et la dérivée va faire, en réalité, f' de x sera l'idéal engendré par la dérivée de x. très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, c'est que
vous définissez votre R, comme vous avez pris, c'est-à-dire l'anneau d'évaluation 2 ADIC et 3 ADIC, vous prenez l'intersection. Donc, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous venez n'importe quel rationnel qu'on fait, comme un peu c'est comme quotient de deux nombres entiers. On prend la décomposition, l'unique décomposition en produit des facteurs premiers, et tu en ressors juste la puissance de 2 et la puissance de 3. Oui, à la fin, c'est ça qu'on fait. Oui. C'est ça que vous faites. OK, mais sauf que ceci marche particulièrement dans le cas que tu as pris parce que l'anneau d'évaluation, premièrement, que tu présentes, les V2, c'est-à-dire l'anneau d'évaluation d'entier, elle a une propriété supplémentaire qu'elle est discrète, c'est-à-dire son unique idéal maximal est généré par un seul élément. D'accord? Donc, ce qui rend ton R, c'est-à-dire l'intersection de ces deux anneaux-là, UFD, c'est-à-dire Unique Factorization Decomposition. C'est-à-dire, Absolument. Ouais. mais maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est que est-ce que de façon générale, ton R possède une unique factorisation decomposition? Alors, de façon générale, c'est-à-dire quoi? Parce que en fait, Parce que ce oui, que je veux dire, c'est que pour pouvoir faire si R ne possède pas une unique factorisation decomposition, ça veut dire que ta dernière fonction d'activation n'est pas bien définie, en euh, fait. euh, Oui, défendez un peu. ici. La dernière fonction d'activation où, au lieu de prendre la dérivée de n, vous prenez maintenant les puissances maximaux dans la décomposition Oui, de les V. puissances, oui, Ok, ouais. ici. Parfait. Je dirais que cette fonction-ci, ok, la dernière fonction d'activation qui est à l'EDEN, je dirais qu'elle est bien définie si et seulement si, effectivement, le R, tout élément de V de la possède une unique factorisation decomposition. Et dans ce cas, Absolument. tu es en train de travailler ici dans les anneaux d'évaluation discrète. Et les anneaux d'évaluation discrète, ici, là, dans ton cas particulier, a la propriété qu'elle est dédéquée. C'est-à-dire, tout idéal peut se décomposer de façon unique. C'est ça qui garantit l'unicité de M1 jusqu'à Mn. Dans ce cas, je dis bien dans Ouais, ce cas. ouais, ouais. Mais de façon générale, est-ce que le R que tu définis possède cette propriété? Oui, en fait, c'est ça. J'ai omis de le mentionner parce que, bon, enfin, sur l'article, oui, on a fait cette précision. Le R doit posséder cette propriété de factorisation unique. Ok, Ouais. d'accord. Maintenant, la deuxième question, si vous me permettez, je vais aller très vite. La deuxième question, c'est que j'aimerais savoir, c'est quoi l'application? S'il vous plaît, vous pouvez revenir au schéma où on a un réseau de neurones et à la sortie, on a de output. OK, très bien, ici. Et en fait, je veux comprendre quel est le lien avec la fonction d'activation que tu nous as proposée au départ et ce schéma. Je veux comprendre. Oui, en fait, c'est juste que ce neurone possède la fonction d'activation qu'on a proposée là. C'est-à-dire, ici, on va travailler avec peut-être deux ou trois. De toute façon, on aura deux nombres premiers. Et la Mhm. première sortie va correspondre à l'exposant du premier nombre premier. Et la deuxième sortie, c'est l'exposant du second nombre premier. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que cette fonction fait de façon générale? Alors, oui, de façon générale, cette fonction prend un nombre à l'entrée et ressort cette décomposition. Un peu comme, voilà, un peu comme softmax. Au début, là, j'ai pris, voilà, cette fonction va se comporter un peu comme softmax, c'est-à-dire cette fonction d'activation, c'est qui prend l'élément de 9 et ressort 0,0009 et l'autre 0,999. Effectivement, ma question, c'est que quel est le rapport avec le problème posé au départ? Le Quel est? Cameroun et le Congo, quel est le rapport avec la question posée au départ? C'est-à-dire le Cameroun et le Gabon Ah, sont deux pays égaux. oui, oui. En fait, j'ai pris cette situation juste pour dire que il est un peu difficile de donner une valeur de vérité à cette proposition. Le Cameroun et le Gabon sont deux pays égaux.
Est-ce vrai ou faux? Pour répondre à cette question, il va falloir donner des directions à cette proposition. Est-ce que c'est égaux dans le cadre de la santé? Et maintenant, on va traduire santé peut-être par un certain nombre premier, peut-être P1. Éducation, on va traduire ça par un certain nombre premier, peut-être P2. Et c'est ça qui va Mhm. faire deux sorties. Donc, ça veut dire on va évaluer cette phrase dans deux directions, direction santé et direction éducation. Donc, d'où on va faire appel à une fonction d'activation multiclasse, c'est-à-dire qui va ressortir deux éléments à la fois. Ah, ok, ça c'est super. Hmm. Donc, ok, c'est correct, je comprends mieux. Et vous me permettez de faire une remarque sur la question de Dolifiane? Oui, bien sûr, on est là pour apprendre et partager. Ah, ok, ça c'est bien. En fait, Dolifiane était étonné du fait, par exemple, qu'on parle des dérivés en arithmétique, c'est-à-dire la dérivée des nombres. Mais en tant que géomètre algébriste, je ne suis quasiment pas étonné parce que ça dépend de ce qu'on fait avec ces choses-là. Et je peux lui dire aussi que la dérivée, elle est tellement naturelle. Et je vais l'expliquer pourquoi je parle de naturalité de cette dérivée. C'est que prenons même un cadre général. Au lieu juste de travailler sur Q, c'est-à-dire sur le corps de fraction des entiers comme Samuel Bertrand a fait, si on veut même regarder dans un cadre beaucoup plus général, c'est-à-dire on regarde une extension finie de ce corps des entiers, et au lieu de prendre des Z, on prend l'anneau des entiers qui lui est associé. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut regarder, par exemple, ce corps de nombre, il possède effectivement un élément primitif. C'est-à-dire, c'est un élément à partir duquel tous les autres s'écrivent comme combinaison de cet élément-là, sauf que les coefficients ici sont dans Q. Et cet élément-là, c'est ce qu'on appelle un polynôme minimal. Donc maintenant, quand on veut calculer les dérivés des éléments de ce quand on veut calculer les dérivés des éléments, par exemple, de cette extension, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sur le polynôme minimal que nous avons au départ de cet élément et on applique la dérivée au sens naturel que vous connaissez et on extrait le y qui va en résulter, c'est-à-dire la dérivée de ce polynôme minimal là va nous donner un terme alpha et c'est lui qui va jouer le rôle maintenant de le prime de y. Donc ça veut dire qu'à chaque fois maintenant que vous aurez votre élément dans cet espace et que vous voulez la dérivée de cet élément, vous partez juste dans la décomposition, vous remplacez le alpha qui était l'élément primitif par ce fameux y. Donc, en quelque sorte, la dérivée est tout à fait naturelle. Et pourquoi on l'utilise? Parce que Samuel Bertrand est resté dans le cadre de la fonction d'activation, oui, parce que effectivement, il a son travail de recherche est basé là-dessus. Et moi, en tant que théoricien des nombres, je peux vous rassurer, par exemple, qu'elle permet. Il y a beaucoup de cryptosystèmes qui sont en train d'être basés là-dessus. Si vous regardez, par exemple, le cryptosystème basé sur des courbes elliptiques, il y en a une nouvelle variante qui est basée là-dessus. Et elle a aussi des applications, par exemple, pour résoudre des problèmes lacunaires en géométrie algébrique. Je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup, Armand, pour tes questions et pour tes remarques, voilà, qui viennent éclairer la question, bien les questions de Doliciane. Voilà. Bon, Doliciane, bon, je pense que tu peux poser ta seconde question, à moins qu'il y ait une autre main levée. Ma seconde question se portait au niveau des applications et il y a Armand qui a déjà eu à répondre à ça, à poser cette question aussi. Donc, c'est bon pour le moment. Ok. Bon, moi, j'ai une question naïve. Voilà. Moi, j'aimerais juste savoir, bon, pourquoi les anneaux et pourquoi pas, c'est pas, pourquoi pas d'autres ensembles? Parce que nous sommes quittés des ensembles qu'on connaissait à des anneaux. Donc, pourquoi des anneaux? Voilà. Et pourquoi, bon, pourquoi même des idéaux? Pourquoi ces ensembles-là? Ça me gagne un peu. J'aimerais bien savoir pourquoi le choix de ces ensembles. Ah oui, ça, c'est une très bonne question. En fait,
En réalité, au début de nos travaux, euh, il était question pour nous de chercher des anneaux pour lesquels le treillis des idéaux donne une algèbre BL ou alors une algèbre MTL. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a une logique, on peut quitter de la logique pour avoir sa structure algébrique qui lui est associée. Un peu comme quand on parle de logique classique du 0,1, sa structure algébrique associée, c'est l'algèbre de Boole. Et après, on transite vers les anneaux de Boole. Lorsqu'on prend la logique BL, Basic Logic, sa structure algébrique associée, c'est l'algèbre BL. Et on transite de l'algèbre BL vers les anneaux BL. La même chose avec la logique MTL. MTL, algèbre MTL et anneau MTL. Alors, maintenant, on se demandait, OK, si on a des anneaux, les anneaux MTL. À partir des anneaux MTL, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la logique MTL en fait? Et on se dit que mais la logique MTL en réalité, ou la logique BL, c'est la logique qui sous-tend l'intelligence artificielle. Et donc du coup, si on se si on prend l'anneau MTL, on peut dire un mot sur la logique. Mais la vraie réponse à cette question, c'est lorsque Shungu avait écrit en 2007, et elle voulait un exemple d'algèbre MTL qui est parfaite et bonne, mais qui n'est pas une chaîne, c'est-à-dire dont les éléments ne sont pas chaînés. Donc, dans le cadre de notre travail, on a réussi à exhiber un tel exemple et on disait, mais à quoi est-ce que ça peut servir? Et c'est en répondant à cette question, à quoi est-ce que ça peut servir, qu'on arrive maintenant à proposer une telle fonction d'activation. Voilà, la question c'est, OK, pourquoi pas les nombres réels, hein? Pourquoi pas l'ensemble réel comme habituellement? Bon, voilà. Je pense que si on travaille avec les anneaux, ça sera un peu différent de ce qu'on toujours eu à faire. Et ça peut donner une large façon de faire. Parce que vous voyez, il n'y a pas, il y a pas seulement une seule fonction d'activation. Vous voyez, il y a des fonctions d'activation, voilà, il y a softmax, il y a sigmoid, il y a relio. Maintenant, dépendamment de ce que vous voulez produire, vous utilisez votre fonction d'activation. Maintenant, on propose cette nouvelle fonction d'activation. Peut-être demain, ça va aider à mieux faire certaines tâches que d'autres fonctions peut-être n'arrivent pas à faire. Donc, voilà. C'est aussi, ça apporte un étoffe à ce qui existe déjà. D'accord, d'accord. Merci pour la réponse. Voilà, on va passer également la parole à Léopold qui a une question ou une remarque. Bon, Léopold, tu as la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Félicitations au président Samuel pour sa brillante présentation. On a beaucoup appris ce soir. Et merci aux interventions qui ont précédé mon intervention, notamment celui de Amand et de Aneva, qui était très riche aussi. Euh, je vais poser aussi une question de curiosité à Monsieur Samuel en disant que dans sa présentation, il nous a fait voir à peu près quatre fonctions d'activation. Bon, j'aimerais savoir si on devait classifier la pertinence de ces fonctions-là dans ce travail. Donc, si on devait classifier par ordre de pertinence les fonctions d'activation, lequel, comment et pourquoi opteront pour une fonction au détriment de l'autre. Merci.
OK, voilà. Merci Léopold pour ta question. Nous avons présenté quelques fonctions d'activation, les fonctions utilisées habituellement. C'était pour vous dire d'abord que ce que nous on veut proposer, il y a quand même déjà des précédents. Il y a quand même déjà des fonctions qui existent. Donc, si on parle de fonctions d'activation, il faut quand même qu'on vous donne un exemple ou bien des exemples. Maintenant, comme j'ai dit précédemment, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat, vous allez utiliser les fonctions d'activation de votre choix. En général, lorsque vous avez votre système de neurones artificiels qui a plusieurs couches, on aimerait souvent passer très rapidement dans des couches intermédiaires et arriver à la dernière couche où on va prendre une décision dépendamment de ce que nous on veut. Si on veut que notre résultat ressemble à une probabilité, c'est-à-dire que on veut prendre des décisions se basant sur le fait que la sortie est proche de zéro ou proche de un. Si c'est ça qui nous motive, alors à la sortie, c'est la fonction sigmoïde qui sera la mieux adaptée à utiliser. Mais dans des couches intermédiaires, on peut utiliser d'autres fonctions d'activation qui va permettre de dégager rapidement le processus. En général, on utilise ReLU, Rectifier Linear Unit Function, pour arriver rapidement à la dernière couche. Et si le résultat est peut-être 0,7, comme c'est proche de 1, on prend rapidement notre décision. Par contre, si on a juste besoin de classifier. Peut-être on veut savoir quel est le degré peut-être du sel dans un liquide ou peut-être le degré du sucre. Donc, on a sel et sucre. À la sortie, on a deux résultats. Donc, on veut degré sel, degré sucre. Et en général, ce qu'on utilise, c'est la fonction softmax. À la fin, on peut utiliser d'autres fonctions d'activation à l'intermédiaire, mais à la fin, on utilise softmax qui va donner. Premièrement, la première composante va être le degré du sel. La deuxième composante sera le degré du sucre. Et la particularité là-bas, c'est que ça sera normalisé, c'est-à-dire la somme des résultats là-bas va donner 1. OK, maintenant, dans ce que nous on fait, on veut que notre fonction ressemble à softmax, c'est-à-dire plusieurs sorties. Plusieurs sorties et les sorties chez nous va dépendre du nombre de nombres premiers qu'on a utilisés. Et cette fois-ci, il y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond pour dire que quoi, on n'a pas besoin que la somme donne un certain, mais on peut le normaliser, mais on n'a pas besoin que la somme donne un certain nombre fixé au départ. Donc voilà, en fait, ce qu'on peut faire avec notre fonction, vu aussi ce qui existe déjà. Donc, notre fonction ressemble à la fonction softmax. Et, et voilà. Softmax utilise à l'entrée des nombres réels. Notre fonction utilise à l'entrée des nombres rationnels. Mais sauf qu'on peut utiliser, on peut rationaliser, on peut utiliser une approximation rationnelle des nombres réels pour pouvoir utiliser des entrées réelles chez nous. Bon, c'est pas si... D'accord, merci, merci. Ça veut dire qu'avec ça se limite au nombre réel, c'est-à-dire ça, on ne peut pas l'appliquer avec des nombres complexes, c'est ça? Pour le moment, non. Enfin, pour le moment, j'ai pas encore vu une fonction d'activation qui prend à l'entrée des nombres complexes. Mais je pense que ça peut se modéliser, ça peut se faire parce qu'un nombre complexe est équipotent ou alors en bijection avec R2. Vous voyez, c'est-à-dire un nombre complexe peut aussi être vu comme un nombre avec première composante et deuxième composante. Donc, ce que tu dis là, oui, c'est possible, ça peut se faire. Je pense Bon, il y a des mains. ok, merci À le part si Léopold a toujours des choses à dire. Non, pour l'instant, c'est bon, Monsieur Samuel, merci. Merci. Ouais.
D'accord, merci je pose pour tes questions. On va passer la parole à Luc, voilà, pour sa question, sa remarque. Ok, merci. Bonjour et merci à Samuel pour l'exposé. Est-ce qu'on me suit? Bonjour, prof. Oui, Oui, on te suit, prof. ah, Voilà. Ok. Bon, je n'ai pas forcément une question, c'est déjà que j'ai pris l'exposé en cours, mais c'est beaucoup plus des observations. La première observation est dans une satisfaction de voir que ce genre de rencontre puisse se réaliser dans, dans un contexte totalement différent. Alors, donc, il m'a toujours parlé de ça et aujourd'hui, j'ai eu le lien, j'ai essayé de me connecter et je me rends compte que de bonnes choses se font hors des contextes conventionnels. Et ça, c'est intéressant pour la créativité. Donc, félicitations à tous ceux qui sont présents et aussi félicitations à celui qui est exposé aujourd'hui. Autre observation, j'ai pu voir Armand qui parlait. Et ça m'a fait croire à un Armand que je connais, je ne sais pas si c'est lui. C'est Armand Noubissi, je ne sais pas. Alors, si c'est lui, ça fait aussi notre joie de l'entendre. Ça fait Oui, très c'est bien lui. longtemps. Ah, voilà, très bien. Très bien. Parce que j'ai senti la même ferveur dans l'intervention tout à l'heure. Voilà, donc c'est une joie, ça fait aussi très longtemps. Donc, c'est bien de motiver et de booster les intelligences de cette manière-là. Voilà, parce que les moyens conventionnels peuvent aussi nous bloquer. Maintenant, ce qui m'a aussi poussé à me connecter au lien, c'est que vous vous attaquez à une problématique de l'heure, l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Bon, je m'y intéresse seulement depuis environ un an, donc je ne connais pas trop grand-chose à l'intérieur. Et la méthode de gradient que j'ai vue ici est une chose que j'ai demandé à un étudiant de travailler pour son mémoire. Alors, je vois il m'a l'air assez bien utilisé ici. Donc, les conférences sur l'intelligence artificielle ne font que pleuvoir dans le monde, dans le continent et même au Cameroun. C'est-à-dire qu'on organise des choses depuis bientôt 4 5 mois dans une ville ou une autre, ou une université ou une autre. Maintenant, je vois que même dans les canaux, j'appelle non conventionnels parce que, bon, là, ce n'est pas un séminaire d'une université ou d'un laboratoire. Alors, Global Math, c'est plus une association. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que ça peut aller dans tous les sens bientôt, surtout dans l'affirmation des connaissances propres de chacun d'entre nous ou alors de l'Afrique en particulier. Je ne sais pas s'il y a des Européens qui ne veulent pas heurter les consciences, mais la majorité m'a l'air africain et je pense que c'est bien qu'on s'approprie ça réellement et que finalement on arrive à aussi inventer. Parce que là, les fonctions d'activation ou les systèmes de neurones, on va se rendre compte que on passe plus de temps à l'utilisation des choses que les autres ont déjà produites pour les utiliser entre guillemets dans nos problèmes locaux et sans forcément aller creuser sur les techniques qu'eux ont déjà utilisées. Voilà. Et quand je donnais ça comme sujet de mémoire, c'est dans le sens de laisser même forcément l'application, même si elle va permettre de colorier le mémoire, mais d'entrer dans la technique, la comprendre pour que nous aussi, on arrive à sortir autre chose. Parce que quand l'autre c'est Dolissan Safak a posé la question sur la dérivée des nombres, heureusement, il y a eu une très bonne réponse. Mais il faut se dire que les choses vont très vite. On a un autre Camerounais qui a fait un travail remarquable sur les dérivés fractionnaires et qui aujourd'hui est l'un des mathématiciens, pour ne pas dire le mathématicien le plus en vue. Donc, c'est dire que le cerveau humain doit vraiment se laisser aller. L'intelligence artificielle a déjà presque tout bu ce qu'on faisait avant. Et il faut donc que l'homme retrouve sa place sur la machine. Et les Africains ne sont pas très prêts pour cela. J'ai bien peur. Et je suis très content de voir qu'il y a des trucs, même non conventionnels, qui permettent d'y réfléchir. Parce que si c'était un séminaire conventionnel,
souvent on va bloquer la manière de réagir, on impose le thème. Bon, ici, là, on est libre, on peut penser à tout ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, même si on va rater. Mais si c'est avec des personnes qui peuvent réfléchir, alors là, on a de bons jours devant nous. Voilà. C'est le commentaire que je voulais faire et je remercie et félicite encore toute la connaissance scientifique qui est ici. Et Armand, le grand bonsoir. Merci, Samuel. Merci, professeur, pour votre présence. Votre présence nous honore vraiment beaucoup. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est professeur Luc Diokwam qui nous a entraînés à l'Université Yaoundé 1, qui est maintenant au nord, là-bas. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Bon, merci pour les remarques et les différentes suggestions. Voilà. Bon, on essaie plus s'il y a encore des questions parce que je vois Aniva toujours la main levée, Armand également. Je ne sais pas si c'est pour. Bon, si vous avez également, si vous avez encore d'autres questions. Oui, j'avais juste une remarque que je peux me permettre. D'accord. Ok, déjà, euh, je tiens vraiment à féliciter toutes ces remarques de la part de Monsieur de Luc. Samuel, si je comprends bien votre softmax, la fonction d'activation softmax est en dimension 2 et vous avez proposé quelque chose qui est un peu beaucoup plus général, c'est-à-dire qui va en dimension n. Parce qu'à la sortie, le softmax contrôle deux paramètres, or votre fonction d'activation contrôle autant de nombres premiers que nous pouvons considérer, Samuel. Softmax peut aussi contrôler autant de fonctions possibles À la euh, sortie. à la sortie. La véritable difficulté, c'est au niveau de la dérivée de la fonction softmax. Ça prend beaucoup d'espace et c'est un peu difficile à dériver en fait. C'est un peu comme la fonction, elle se comporte comme la fonction sigmoïde. Et la véritable Mhm. difficulté à utiliser la fonction sigmoïde, c'est au niveau de la lourdeur de sa dérivée. Et c'est pour ça que les gens penchent beaucoup plus à la fonction ReLU, qui est assez simple à utiliser parce que elle ressemble, elle est beaucoup plus, elle tend beaucoup plus vers la fonction linéaire. Et avec ce type de fonction d'activation, l'apprentissage est beaucoup plus rapide. Et notre Effectivement. fonction ressemble justement à softmax et à ReLU, en fait, et à ReLU. Donc, ça fait ce que softmax fait et sa dérivée est beaucoup plus rapide aussi, c'est-à-dire l'apprentissage sera plus fluide. Ça veut donc dire que vous avez essayé un peu d'évaluer la complexité en temps et en espace de votre fonction d'activation. Bon, du moins au niveau de, on a évalué au niveau de l'apprentissage. Oui, au niveau de l'apprentissage, avec ce que softmax fait, ça prend plus de temps pour dériver. C'est-à-dire pour utiliser, pour entraîner le système en utilisant la descente de gradient. Par contre, avec Mhm. ce que nous, on utilise, ça prend moins de temps. Donc, c'est pour ça que je dis que dans mon prochain exposé, je vais présenter ça et je pense qu'il y a même des informaticiens ici qui nous aideront à coder cette fonction et faire une présentation de façon générale. OK. Oui. Mais théoriquement, ce qu'on a vu, c'est que elle est plus rapide que Softmax qu'on utilise maintenant. OK. Donc, juste pour mentionner, faire juste une remarque par rapport à la question de Léopold à la fin, que bon, pourquoi tu travailles sur Q mais tu ne travailles pas sur R? Je pense qu'elle est quand même classique la réponse parce que bon, si on doit, parce que le Q, les anneaux d'évaluation que vous avez considérés par exemple sont issus en fait des corps de nombres. Plus particulièrement dans ton cas, c'est le corps de nombre 2 a dit que le corps de nombre 3 a dit. Vous voyez un peu? Et ces corps de nombres en fait sont directement leur complétés à eux-mêmes. Maintenant, si au lieu de travailler avec des évaluations non archimédiennes, on considère des évaluations archimédiennes, on peut voir tout simplement que Q muni de cette évaluation archimédienne est le complété de R. Et c'est classique, on le sait déjà. Donc, ça veut donc dire que toutes les informations que nous connaissons sur Q, on peut le connaître sur R de façon évidente.
Donc, travailler sur Q est largement suffisant pour pouvoir l'étendre sur R. C'est juste la remarque que je voulais faire. Ouais, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, les fonctions qu'on utilise travaillent sur R. Donc, on a toujours les entrées qui sont sur R. Et pour la petite histoire, c'est que la sortie est toujours un ensemble qui peut toujours être muni d'une structure de treillis résidués et de treillis distributifs, tout au moins. Donc, bon, c'est vrai qu'on ne regarde pas trop ça lorsqu'on travaille, mais on prend des choses, ça fonctionne, mais parfois derrière, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne. Euh, non, c'est ça. Et puis aussi, il y a des travaux qui se passent toujours là maintenant dans les fonctions d'activation. Parce que mieux vous avez une bonne fonction d'activation qui apprend vite, plus votre système est meilleur. Il y a Google Brain qui a mis sur pied dernièrement la fonction d'activation qui s'appelle MISH, MISH, M-I-S-H, que vous pouvez regarder sur la toile, qui est une fonction d'activation qui ressemble à Relu et qui est un peu plus rapide. Donc, c'est une composition de c'est x plus tangente hyperbolique de la fonction logarithme de 1 plus x carré. Des choses comme ça. Et ça donne des propriétés assez intéressantes. Donc, pour dire que les gens travaillent encore sur ces fonctions d'activation pour améliorer la complexité. Oui, et j'ose croire que vous êtes aussi en train de vous orienter probablement vers la bonne direction parce qu'il y a puiser des ressources en arithmétique, plus précisément en algèbre, théorie des nombres, c'est très intéressant parce que là, il y a beaucoup de résultats qui sont en train d'être faits dans cette direction et qui sont d'ordre computationnel. C'est-à-dire, des problèmes algorithmiques sont en train d'être mis sur pied, contrairement, par exemple, contrairement peut-être dans d'autres domaines. Mais vous avez frappé à la bonne porte de venir regarder du côté, par exemple, de la théorie des nombres, de l'arithmétique, pour pouvoir construire vos fonctions d'activation. D'accord. Je pense qu'il y a une main levée. Il y a Luc qui a sa main levée. Merci Amand pour ces remarques. Bon, on va passer encore la parole au professeur Luc pour son intervention. Oui, merci. Voilà, c'est une des questions qui est revenue, qui grandit mon intérêt à cette affaire de machine learning. C'est-à-dire, quelque chose marche, on ne sait pas pourquoi. Alors, mon impression par rapport à cela est exactement le contexte qu'on a vécu tout à l'heure entre Dolician et Armand. Voilà, c'est-à-dire, elle pose une question, ou encore même entre Samuel lui-même et Armand, qui se pose une question et c'est Armand qui sait que, en fait, l'ensemble sur lequel vous travaillez, dans le cas précis, par exemple, a la propriété de factorisation unique qui garantit l'existence de la fonction ou la nature de la fonction que vous manipulez. Alors, il faut comprendre que Absolument. ce travail a été fait d'abord par les informaticiens qui, en général, ne regardent pas les structures sur lesquelles ils travaillent, mais ne font que des tests computationnels et dès que le résultat donne, on s'arrête là. Puisque quand ça marche quand c'est pour vendre au marché, dès que ça marche, allez, jusqu'au jour où le commerçant dit que ça ne donne pas, on se fait d'abord du blé. Donc, voilà pourquoi il faudrait bien que les mathématiciens s'y jettent pour bien comprendre le fond de chaque chose. La plupart des questions, la phrase, on ne sait pas ce qui marche derrière, est liée, à mon avis, au fait que les gens travaillent sur des structures dont ils ne maîtrisent pas les propriétés, ou encore que ces structures sur lesquelles on maîtrise bien les propriétés, nous, en tant que mathématiciens, il y a encore plusieurs propriétés qu'on n'a pas encore découvertes. Et donc, pour le mathématicien, c'est de savoir quelle est donc la propriété qui permet de garantir ça. Ça reste des champs, à mon avis, ouverts. Donc, je continue à regarder le problème de l'intelligence artificielle vraiment sur le plan mathématique. Et je me dis, si réellement les mathématiciens s'y mettent, peut-être que rapidement, l'homme va reprendre la main sur l'intelligence artificielle, à mon avis. Parce que là, on pourra empêcher certaines choses selon la volonté, un peu comme on fait avec
ce qu'on fait aujourd'hui avec sur Internet. On peut bloquer l'accès aux enfants seulement de 10 ans et qu'on sort. Donc, on pourra faire ce genre de choses sans problème. Parce que maintenant, le problème, c'est de savoir, ben, si tout le monde arrive à fabriquer des fonctions les systèmes d'intelligence artificielle, et là, on a des sérieux enjeux sur l'éducation, on a des sérieux enjeux sur la recherche, on ne saura plus quand est-ce que quelqu'un a fait un article ou pas, on ne saura plus si la thèse que vous écrivez est une thèse ou pas. Et tout ça, si on ne perce pas le secret, vraiment, le futur est en danger. Du moins, le futur scientifique qui avait été trop, on appelle ça quoi, normalisé. Voilà. Donc, la machine a approché l'esprit humain et du coup, est en train d'attaquer tout ce que l'homme avait donc normalisé. Il faut donc retrouver qu'est-ce qui est dedans qu'on n'arrive pas à cerner. C'est donc j'ai pris la parole encore pour recentrer ce problème majeur qui m'inquiète et qui m'attire en même temps. Voilà. Les propriétés mathématiques de certains ensembles sont très importantes. On joue dessus. Par moment, on fait de la recherche dans des domaines sans vraiment saisir tous les rouages. Mais vous avez toujours remarqué que quand vous exposez ce genre de choses devant des personnes aguerries dans l'un ou l'autre domaine, ça l'aide d'aller plus vite, donner des résultats, mais en même temps, celui qui est venu dessus parce qu'il avait que son souci à régler a fini et s'est arrêté là. Voilà. Donc, les mathématiciens devront donc forcément récupérer pour aller plus loin. OK. Merci encore. Ok, merci beaucoup, professeur, pour votre intervention et vos remarques. Voilà. Je ne sais plus s'il y a des questions, s'il y a encore des questions ou bien des suggestions ou des remarques dans la salle. Moi, j'ai encore une question. Oui, le lycée Monteco. À la fin de la présentation de Samuel, il a mentionné euh, le problème sur le choix du paramètre du learning rate pour la descente de gradient. Je me suis posé la question, bon, généralement, quand j'ai une fonctionnelle que je veux minimiser, je parle la descente de gradient. Il y a par exemple il y a par exemple un intervalle de valeur pour le learning rate qui assure la convergence de ma fonctionnelle. Par exemple, si la fonction est déficiente, on peut prendre le learning rate entre 0 et 2 sur L, je pense. Du coup, je me suis demandé, est-ce que dans ce cas, il n'y a pas, toute la descente de gradient qu'on applique sur la fonction d'erreur, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a pas un moyen d'avoir les propriétés qui nous permettent d'avoir un paramètre qui assure directement la convergence? Donc, pour qu'il n'y ait pas parce qu'il a présenté un schéma avec le cas où il y a directement descente, donc la direction de descente est, bon, est bonne, et il y a un autre avec un grand paramètre, en fait, tu pouvais aller dans tous les sens avant de retrouver le minimum. Donc, je me suis un peu posé, est-ce que il y a pas, est-ce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, une approximation de la constante de Lipschitz et donc de là avoir un paramètre, un learning rate qui assure la convergence, ou bon, c'est la question que je me suis posée. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce problème-là sur le choix du learning rate? Bon, oui, en fait, comme j'ai mentionné, c'est quand même tout un autre domaine, le choix de learning rate. J'ai dit, quand le learning rate est très grand, on avance rapidement, mais on passe à côté de beaucoup de points qui peuvent revenir dans la réalité dérangée. Par contre, lorsqu'on applique un learning rate qui est petit, le processus est lent, mais on passe sur quand même beaucoup de points. Bon, oui, si de Lucien, vous avez déjà des techniques qui permettent de choisir un bon learning rate. Oui, c'est bon, on est prenable. Ça nous aide tous, c'est-à-dire on a quand même le juste milieu. On aimerait quand même avoir un système qui apprend vite, mais qui est efficace, c'est-à-dire qui passe sur beaucoup de points à la fois. Ça veut dire qu'à l'heure, on a trouvé un learning rate on a trouvé le juste milieu, un compromis en fait.
bon, je suis pas sûr que je peux m'exprimer vraiment de long en large sur ce domaine parce que non, ça, je me suis pas vraiment encore attaqué sur les techniques de choix de, du learning rate. Bon, est-ce que dans ce cadre, le problème, c'est, en fait, est-ce qu'on veut, bon, parce que vous avez dit, on veut un learning rate qui va nous permettre de passer sur un nombre maximal de points. Je veux savoir si c'est, bon, si au final, on a le même problème. Par exemple, si je veux minimiser ma fonctionnelle, parfois, je peux juste avoir besoin d'accéder rapidement au minimum sans toutefois passer par un certain nombre de points. Je veux savoir si, est-ce que dans ce cadre, on a besoin, donc, est-ce qu'il y a, il y a un autre besoin qui, donc, qui nous pousse à vouloir passer par un certain nombre de points que juste le minimum, par exemple. Ah oui, je comprends. C'est-à-dire, vous pouvez être, enfin, votre système peut ne pas nécessiter de passer sur certains points. Et, ouais. Et que vous voulez quand même aller vite. Alors là, justement, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que, Oui. Lucien, tu peux nous présenter peut-être un exemple de la situation que tu nous présentes là? Est-ce que tu Euh, peux nous... Oui. En fait, au niveau, moi, je posais un peu la question pour comprendre le problème à ce niveau. Donc, pour comprendre, pour voir, pour savoir si le problème, c'est juste d'avoir un paramètre, un hyper, en fait, un learning rate qui nous permet d'aller directement dans la direction des descentes. Donc, qui nous permet de suivre la direction des descentes optimales pour rapidement arriver au minimum. Ou le problème, c'est un paramètre qui passe, en fait, un learning rate qui nous permet de suivre un chemin précis. Est-ce qu'on veut suivre un chemin précis ou on veut juste le minimum? Donc, OK. c'était un peu pour ça. Oui. Je vais plutôt te parler de la théorie qui se cache derrière le choix de learning rate. En réalité, sur le premier schéma, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, sur le premier schéma, ci là. Quand on quitte d'un point, on se retrouve de l'autre côté ensuite. C'est-à-dire, on saute beaucoup de points à la fois. Maintenant, le problème, c'est lorsqu'on va maintenant, on est à la fin du processus d'apprentissage et on veut que le système travaille par lui-même. Imaginez-vous que le système, il prend maintenant un point qui n'est même pas proche du point qu'il a eu à rencontrer pendant son processus d'apprentissage. C'est-à-dire que vous lui présentez un point euh, qu'il ne connaît pas, qui n'est même pas au voisinage de l'ensemble des points qu'il a eu à rencontrer lors de son processus d'apprentissage. À ce moment-là, le système va se comporter comme il veut. Et Mm. vous n'aurez plus le contrôle sur le système. Ça, c'est justement parce que lors du processus d'apprentissage, le learning rate qu'on a utilisé était tellement grand qu'il est arrivé au résultat escompté, mais sans passer par un maximum de points. Et c'est un problème. C'est un problème parce que vous allez peut-être finir, vous pensez que vous avez fini d'entraîner votre système et puis vous le mettez sur le marché. Et voilà, vous serez surpris du comportement de votre système. Et c'est pour ça on dit souvent que, mais attends, euh, je ne sais plus comment ce système fonctionne. Je lui demande de m'apporter de la bouteille d'eau. C'est plutôt la bouteille, c'est pas du vin qui m'apporte. Donc, un robot qui se comporte comme ça, on a peur. Euh, on a peur de rester dans la même maison avec un robot qui n'a pas été bien entraîné. Bien entraîné, c'est quoi? On veut qu'il passe par un maximum de points possible avant de le libérer. Donc, l'essentiel, ce n'est pas seulement d'arriver au point escompté, c'est-à-dire de dire que oui, voilà, j'ai fini mon processus d'apprentissage en un temps record. C'est pas seulement ça le problème. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'à nos côté, on veut la convergence de la suite d'itération vers le point optimal et non pas seulement le minimum.
même pas seulement le point optimal. Oui, le Oui. système doit converger, bien sûr, sinon on ne fait rien. Le système doit converger, c'est-à-dire le système doit être capable d'apprendre. Apprendre aussi vite parce que ça dépend des moyens qu'on a mis sur pied. On doit vouloir que ça apprenne vite. Mais en réalité, c'est que le système doit apprendre mais efficacement, voilà, efficacement, peu importe le nombre de temps passé. Bon, peu importe parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de coûts en énergie, la logistique, les finances et tout et tout. Mais si ton système apprend aussi rapidement et qu'il n'est pas efficace à la sortie, ça ne servira à rien. Donc, en fait, c'est ça. Il faut qu'il converge, le système. Converger, c'est-à-dire qu'il tende vers le résultat escompté. Parce que si, dans un premier passage, je prends par exemple le cadre de euh, le réseau de neurones, le forward propagation et le backward propagation, si en faisant le backward propagation, on se rend compte que le système s'éloigne, c'est-à-dire que peut-être ma sortie, je veux que ça ressorte une valeur peut-être de 0,9. Première itération, ça donne une valeur de 0,7. Deuxième itération, ça fuit, ça va plutôt vers 0,4. Ensuite, 0,3. Non, ça veut dire que mon système n'apprend pas parce que je veux qu'il converge vers la valeur 0,9. Mais lui, voilà. On ne veut pas un système qui n'apprend pas, on veut un système qui apprend et qui converge en fait. Mais apprendre efficacement, passer par le maximum de points possibles. Bien sûr, avec le coût que ça peut comporter. Le coût, c'est en énergie parce que c'est beaucoup de machines qu'on met en place pour l'apprentissage, donc beaucoup de ressources matérielles, l'énergie, comme j'ai dit, le temps même. Ah, c'est pour ça que vous avez même les grosses têtes là, comme les Elon Musk, ils prennent beaucoup de temps à faire apprendre leur système avant de mettre sur pied. Ça, ça prend du temps alors qu'ils ont quand même de gros moyens. Donc, comprenez quand même l'intérêt que le système doit apprendre efficacement. C'est ça le bon adverbe à utiliser. D'accord. Merci, Samuel. Hmm. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, merci Doliciane pour ton intervention. Voilà. J'aimerais savoir s'il y a encore des questions. S'il y a encore des questions, des suggestions, des remarques. Bon, voilà. Bon, merci à vous tous pour votre participation active. Et merci, un grand merci à Samuel pour cette présentation captivante. Voilà, je tiens également à remercier tous ceux qui ont intervenu, voilà, qui ont posé des questions, des remarques, des suggestions. N'oubliez pas de rester connecté à nos prochains rendez-vous, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et bon, d'ici là, vous vous portez bien, vous passez une très bonne soirée. Bon, merci à Samuel pour sa présentation une fois de plus.